Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo portant sur le logiciel MATLAB. Le thème de cette vidéo sera ici la logique et ses opérateurs. Alors, j'ai pour objectif d'essayer de vous faire comprendre ce que sont les opérateurs logiques de manière un peu plus complète que ce qu'on a déjà vu. Je vais essayer d'introduire les vecteurs logiques et comment les utiliser en application, et évidemment je vais vous parler des fonctions logiques. Alors je me suis demandé s'il fallait faire une vidéo dessus et finalement j'ai décidé que oui. Alors on ouvre MATLAB et là dans la commande window on va écrire ça, r égale 1, très bien, et on va lui dire est-ce que r est inférieur ou égal à 0,5. 0, ça veut dire non, ça veut dire faux, enfin c'est une expression logique. Je lui ai demandé de tester R en fait, je lui ai dit est-ce que R est inférieur ou égal à 0,5 et il m'a répondu 0, ce qui veut dire que la condition que je lui ai demandé, donc l'opération qui est ici, est fausse. En revanche, si je lui dis R supérieur ou égal à 0,5, voilà, il me retourne 1 pour vrai. C'est-à-dire que oui, R est supérieur à 0,5. Donc on peut créer un vecteur qu'on va appeler R également, donc R qui va de 1 à 5. Et on va lui demander est-ce que R est supérieur ou égal à 3. Voilà, donc il a testé les valeurs de R une par une et il a retourné un vecteur logique, qui est ici, le vecteur 1, puisqu'on ne lui a pas donné de nom, qui contient des 0 et des 1, uniquement. C'est-à-dire que 0 pour faux et 1 pour vrai, je pense que vous avez compris. Et ça, c'est un vecteur logique, comme on peut le voir dans le workspace ici. Si on clique sur ANS et qu'on voit la value ici, c'est un logical. Donc la logique, c'est entre guillemets ça, comme petite introduction. Donc c'est assez... là, c'est très simple. Donc là, si je réécris le vecteur R et que là je mets inférieur ou égal à 3, voilà, donc les trois premiers termes sont bien inférieurs ou égaux à 3, et les deux derniers, non. 4 et 5, c'est bien supérieur à 3. Donc, lorsqu'un vecteur ou une matrice est soumis à un test logique, la comparaison est effectuée élément par élément. Et ce résultat-là, hop, s'appelle le vecteur logique. On peut comparer deux vecteurs entre eux, comme par exemple ces deux vecteurs-là. Voilà, le vecteur A, c'est 1, 2, 3, 4, 5, et le vecteur B, c'est 0, 2, 3, 5, 4. Si je lui dis A égale B, il va me retourner un vecteur logique contenant des 0 et des 1, pour lesquels les valeurs de A sont égales à celles de B. Donc A qui va de 1 à 5, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc il compare 1 et 0, il me retourne 0 puisque non, c'est pas les mêmes. Il compare 2 et 2, bon bah c'est la même chose. Il compare 3 et 3, c'est la même chose. Il compare 4 avec 5, non, c'est pas la même chose, etc. Et encore une fois, le vecteur ans est un vecteur logique. Ce qu'il y a ici, c'est aussi un opérateur logique. Donc si vous vous souvenez, dans une vidéo précédente, je vous avais déjà montré ce que c'était que les opérateurs logiques, avec le inférieur, différent, etc. Regardez-la à nouveau si vous voulez vous en souvenir, ça vous aidera. Alors pour expliquer un peu mieux ce à quoi peut servir la logique, j'ai un petit fichier .m ici que je vais lancer et on va voir ça avec des exemples. Donc mon fichier .m est long, hein. Il y a tout ce qu'il faut ici. Alors, on commence par le haut, les graphiques discontinus. J'ai d'abord créé un vecteur x qui va de 0 à 3pi, avec un pas de pi sur 20, et on crée ensuite y égale sinus x. Le sinus de x de 0 à 3pi, c'est une courbe qui oscille entre moins 1 et 1. Et ce que j'ai voulu faire ici, c'est remplacer toutes les valeurs négatives de y par 0. Donc je lui ai demandé de faire ça, y supérieur à 0. Ça, comme on l'a vu avant, c'est un opérateur logique. Donc ce qui va me retourner ici, c'est un vecteur logique rempli de 1 et de 0. Donc si vous voulez qu'on vérifie, il suffit de faire ça. Clic droit, Evaluate Selection. Et ensuite, je viens ici, clic droit, Evaluate Selection. Voilà, il me retourne un vecteur rempli de 0 et de 1, contenant 61 valeurs. 61 qui est exactement la taille aussi du vecteur x, puisque forcément y dépend de x. Ensuite, je lui dis, le vecteur y, tu multiplies terme à terme avec le vecteur qui est ici. C'est-à-dire que le premier terme de y, peu importe lequel c'est, on va le multiplier et on va le multiplier par 0, donc ça donnera 0. Puis le deuxième terme, il sera multiplié par 1, donc ça sera lui-même, etc. Donc si je veux juste lancer y pour voir ce que c'est, il suffit juste d'aller ici, taper y.
Voilà, donc on peut voir que par exemple la colonne 25 a 36. Ici, toute cette ligne-là, elle est remplie de 0. Ce qui veut dire que la colonne 25 qui doit commencer ici, jusqu'à 36, c'est-à-dire ici, puisque les numéros ne sont pas les mêmes, tout ça là, ça sera remplacé par un 0 dans cette multiplication-là. Donc je vais le lancer, je vais juste lancer ça pour vous montrer. Donc en gros ici, il m'a gardé que les valeurs qui étaient supérieures à 0. Et toutes celles qui étaient négatives, bah, il les a remplacées par des 0. C'est ce qu'on a fait ici. Donc je pense que vous avez compris. Je vais lancer ce petit paragraphe là uniquement en faisant ici run section. Et il me trace la courbe, voilà. Donc toutes les valeurs qui étaient ici, qui devaient descendre jusqu'à -1 et remonter, ont été remplacées par 0. Donc ça c'est un premier exemple de l'utilisation des opérateurs logiques. Petite précision pour les codes MATLAB comme ça. Vous avez remarqué que si jamais je clique là, c'est ce paragraphe là qui se met en surbrillance jaune. Si je clique là, c'est celui-là. Si je clique là, bon, bref. Pour créer des paragraphes comme ça, lorsque vous écrivez votre code, vous mettez 2% comme ça, et vous écrivez un titre si vous en avez besoin ou pas. Et au 2% suivant, il ferme la section. Donc là, c'est comme si ici, vous ouvriez une nouvelle section. Et pour lancer ça, il suffit juste de cliquer sur Run Section qui est ici, et ça ne lance que cette partie de code là. Donc c'est pratique quand vous voulez tester un code qu'une petite partie de votre code. On continue. Alors ici, pareil, je vais lancer ça directement. Voilà. Et dans le workspace ici, on peut voir que la variable y contient une valeur minimale qui s'appelle NaN, qui veut dire not a number, c'est-à-dire qu'on a essayé de diviser par 0, si vous vous souvenez bien. Donc qu'est-ce que je lui ai demandé? Donc j'ai créé un vecteur qui va de -4pi à 4pi, et je fais sinus x divisé par x. Oui, forcément, entre -4pi et 4pi, il y aura la valeur 0 quelque part, donc divisé par 0, c'est pas possible. Donc pour éviter ça, je lui ai demandé à quel endroit x est égal à 0. Oula. Bon, évidemment. Ah voilà, c'est ici. C'est cette valeur-là. Là, j'ai lancé le vecteur x égale 0. Donc pour la valeur de la colonne 73 à 84, donc ça doit être la valeur 81 ici, x est égal à 0. D'ailleurs, si on double-clique sur x et qu'on va chercher la valeur 81, voilà, dans x, on voit bien que la valeur 81 est égale à 0. Et donc, on lui a demandé à quel endroit c'était. Donc voilà. Et pour éviter ça, on multiplie donc cet énorme vecteur-là par EPS. Alors EPS, c'était quelque chose que je ne connaissais pas vraiment. Et donc, c'est la distance de 1 au plus grand nombre précis. C'est-à-dire 2 puissance moins 52 ici. Et donc, il va remplacer la valeur 0 dans x par 2 puissance moins 52, qui est très proche de 0. C'est un nombre très très petit. Donc j'ai réécrit le programme ici, en incluant cette ligne-là entre x et y. Et si je lance, voilà, là on voit dans y que la valeur minimale n'est plus ici. La valeur minimale n'est plus NaN, mais moins 0,2168. Et donc ça permet d'éviter en gros le warning dans MATLAB qui nous donne le NaN. Ici c'est juste un exemple pour éviter, pas une erreur, mais un avertissement. Donc pareil, vu qu'on vient d'éviter le 0, on peut éviter l'infini. Donc on lance. Alors, là j'ai utilisé la tangente de x, plutôt que le sinus. Et il y a un endroit où il y a un moment où tangente de x donne l'infini. Donc ça peut donner ce genre de courbe, jusqu'à 6 fois 10 puissance 15, donc c'est l'infini. Donc là, c'est lorsque l'on n'enlève pas la valeur infinie, c'est une courbe assez moche quand même. Et là, c'est lorsqu'on le fait. Donc ça permet d'obtenir quelque chose de plus visuel. Vous voyez, juste avec une petite ligne de logique. Donc la logique est ici. Voilà, c'est là où il y a le comparateur. Juste avec cette petite ligne là, on a obtenu une courbe beaucoup plus visuelle que celle qui avait sans ces courbes là, c'est-à-dire la courbe qui est ici. Allez, un exemple un peu plus long qui s'appelle exemple de pourquoi c'est utile avec explication. Alors, bon, ce qu'on va faire, c'est par lire le code, on va générer donc ici un vecteur de 7 nombres aléatoires compris entre 0 et 1, puisque rand là ne génère que des nombres entre 0 et 1. Et ensuite, on va vérifier ces deux conditions.
Voilà, donc R a été généré. Alors je lui ai demandé pour en premier lieu, ici, c'est toutes les valeurs qui sont inférieures à 0,5 et ici toutes les valeurs qui sont supérieures à 0,5. Et donc si on somme les deux, ça ne donnera qu'un vecteur qu'avec des 1. Ah bah d'ailleurs c'est la ligne qui est ici. Ouais, oui, je me suis trompé, pardon. Il a additionné tous les termes de celui-là avec tous les termes de celui-là. Je m'étais pas trompé, si on additionne les deux vecteurs entre eux, ça marche. Le but en fait d'utiliser des opérateurs logiques comme ça, c'est que ça permet d'accélérer la vitesse de calcul. On va générer cette fois-ci 5000 nombres, qui seront compris entre 0 et 1, et on va remplir un premier vecteur A, qui contiendra les nombres supérieurs ou égaux à 0,5, et un vecteur B pour les nombres inférieurs ou égaux à 0,5. Donc on peut faire ça avec une boucle for qui est ici, ou alors avec un opérateur logique qui est là. Donc si je lance cette section-là, on va regarder ici, il y a un tick et un toc, et ici aussi, pour afficher les deux temps de calcul, donc on va faire ça. Alors pour le premier, ici, donc c'est-à-dire sans opérateur logique, il a mis 9 centièmes, et avec les opérateurs logiques, il a mis 1 centième. Ça va 9 fois plus vite, et si on relance, ce sera sûrement dans le même ordre d'idée. Ça va même beaucoup plus vite, je ne sais pas pourquoi. Et encore une fois. Oui, on peut lancer autant de fois qu'on veut. La boucle for ici est plus lente à calculer que l'opérateur logique qui est là. Alors là, ça va, il y a 5000 nombres, mais si j'en mets 500 000 et que je relance calcul, 0,8 secondes et 0,02 secondes. Encore une fois, voilà, bon, vous avez compris que le fait d'utiliser des opérateurs logiques permet de gagner beaucoup de temps. Cet exemple-là servait juste à ça, et aussi pour vous montrer que le programme qui est là est un peu plus court à écrire que le programme qui est là. Hein. Là, il y a une grosse boucle for, et là, il y a juste une ligne avec l'opérateur logique. En fait, tout ça est remplacé par ça, ici. Alors, pour finir cette première partie sur les exemples, voyons un peu le lancer de dés. Donc, lorsqu'on lance un dé, on a une chance sur 6 de tomber sur le numéro que l'on souhaite. Donc, on va regarder avec 2000 lancés la probabilité de tomber sur, par exemple, un 4, ici. Voilà, 0,18. Donc 1 divisé par 6, je crois que ça fait 0,16. Voilà, ouais, c'est à peu près ça. Et donc, on va relancer encore une fois. Voilà, donc on voit que ça tombe toujours à peu près autour de 1 sixième. Si on augmente et qu'on passe de 2000 à 200 000, voilà, ça ne changera plus, ça changera encore moins. Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a généré ce vecteur-là, qui est le vecteur D. Ensuite ici, c'est là où est notre opérateur logique, on lui dit quand est-ce que D est égal à 4, donc le vecteur D. Donc ici, ça nous retourne encore une fois un vecteur rempli de 0 et de 1. Ah bon, on va pas mettre 2000, on va en mettre que 20. Et on va relancer le programme. Voilà, et si je clique sur celui-là et que je fais Evaluate Selection, voilà, que des 0 avec des 1. Et à chaque fois qu'il y a eu un 1, c'est qu'il y a un 4 qui est tombé. Donc si on ouvre le vecteur D, voilà, 3, 5, 1, 2, etc. Il y a des 6, etc. Il y a de 1 à 6, tout simplement. Et donc là, il nous a retourné à quel endroit le D était tombé sur la face numéro 4. On a ensuite fait la somme de tout ça, donc il a fait 0 plus 0 plus 0, 1 plus 1, etc. Ça nous a donné un nombre de 4. Et on a ensuite fait 4 divisé par 20 pour avoir la moyenne. Donc cette ligne-là ne sert à rien. Et pour générer le vecteur D, je me suis servi de floor plutôt que de round, tout simplement parce que c'est expliqué, le round arrondit aussi bien au supérieur qu'à l'inférieur. C'est-à-dire que si j'avais eu 3,1, si j'avais utilisé le round et que là j'avais obtenu 3,1, il aurait arrondi à 3. Et si j'avais obtenu 3,9, il aurait arrondi à 4. Donc ça aurait été un peu différent, on aurait eu du résultat différent. Donc puisqu'on est dans la logique, voyons maintenant les opérateurs logiques. Donc on va compléter ce qu'on a vu dans une vidéo précédente, et si vous vous souvenez, nous avons vu 6 opérateurs qui permettent de faire des comparaisons. Eh bien on va ajouter les 3 opérateurs suivants, non et ou, pour lesquels la table de vérité est la suivante. Il y a une colonne un peu assombrie, mais c'est justement, avant de la montrer, je voulais vous montrer quelque chose sur le ou. Ici il est inclusif, car en bas si on fait 1 ou 1,
ou vrai, MATLAB nous retourne 1. Alors que si on veut un OU exclusif, on a la fonction XOR, qui est donc la dernière colonne, et là, pour 1 ou 1, il nous retourne 0. Donc là, c'est selon les besoins que l'on utilise ceci. Et si vous voulez connaître tous les opérateurs et les caractères spéciaux de MATLAB, vous venez dans la commande Windows et vous tapez help ops. Et là, il vous retourne tous les opérateurs dont il dispose et tous les caractères spéciaux en vous expliquant. Bon, parlons des trois opérateurs non et ou que j'ai mentionné juste avant. On va lancer ça ici. Il nous retourne 0. Alors, là je lui ai dit en gros, non 0. C'est-à-dire tu t'appliques non à 0, ça donne 1. Et ça, c'est une porte et. Donc 1 et 0 retourne 0. En revanche, si je lui demande cette ligne-là, il me retourne 1. À cause des parenthèses, puisque je lui dis 0 et 0, il me retourne 0. Et je lui dis, mais non 0, ça fait 1. Donc là, il faut faire attention à l'ordre de priorité. D'ailleurs, en parlant de ça, voici l'ordre de priorité complété de ces opérateurs. Donc avec les parenthèses, etc. Voilà. Et cet ordre-là est important lorsque vous voulez programmer en logique. Ça vous évitera de vous retrouver avec des résultats faux, des matrices qui ne sont pas de la même taille, etc. Alors, ça peut arriver d'écrire ça. 2 supérieur à 1 et 0. Il nous retourne 0 parce qu'il fait 2 supérieur à 1. Et ça, c'est une question, en gros. Donc, est-ce que 2 est supérieur à 1? Soit il retourne 1, soit il retourne 0. Donc, oui, 2 est supérieur à 1. Donc, 1 et 0. Ici. 1 et 0 retourne 0. C'est pour ça qu'il y a ça. MATLAB permet en gros de faire un mix entre différents opérateurs. Ce langage de programmation est suffisamment puissant pour faire ça. Et ce n'est pas le cas, par exemple, du langage Pascal qui vous aurait mis une erreur ici en vous disant que non, c'est pas bon. Attention aussi au code de ce genre. Par exemple 0 inférieur à 0.5 inférieur à 1. Ça marche, hein. Si on le lance, il retourne 0. Alors il commence par comparer ça. Est-ce que 0 est inférieur à 0.5? Donc il retourne 1. D'accord, très bien, puisque ça marche. Et est-ce que 1 est inférieur à 1? Il retourne 0. Puisque 1 n'est pas inférieur à 1, mais s'il y avait un égal là, oui, ça marcherait. Une meilleure manière de coder, c'est celle-là. Et d'ailleurs, on voit ici que en fait, la réponse est 1. Donc en fait, je sais pas pourquoi j'ai mis marche, mais pas terrible, parce que c'est faux. Parce que ça marche pas. Hein. 0 est bien inférieur à 0.5, qui est bien inférieur à 1. Mais oui, j'aurais dû mettre un égal ici, mais là c'est faux. Alors que ça, c'est vrai. Est-ce que 0 est inférieur à 0.5? Oui. Et est-ce que 0,5 est inférieur à 1? Oui. 1 et 1? Oui. Enfin, 1 et 1 égale 1, ou vrai, comme vous voulez. Et donc là, c'est normal qu'il retourne 1, et là, il a retourné 0. Oh, donc là, c'est pas marche, mais pas terrible, c'est marche pas. C'est mieux. Évidemment, là, c'est juste sur des nombres, mais ça s'applique également aux vecteurs. Ah bah tiens. Alors, rappel de ce qu'on a vu un peu au-dessus, avec la division par 0 et le PS qu'on a vu ici. Donc, on avait écrit tout à l'heure x égale 0 ici. Et là, on a tout simplement remplacé ça par un non x. Voilà, donne un vecteur logique dans lequel un seul élément est à 1, pour x égale 0. Et donc là, c'est une autre manière d'écrire le code x égale 0. D'ailleurs, si je le fais, on va le générer. Donc, on va générer le vecteur x. Voilà, il remplit le nombre, tous différents de 0 sauf celui-là. Maintenant, si je fais non x, voilà, il n'y a qu'ici qu'il y a un 1. En gros, non x est équivalent à x égale 0. Bon, évidemment, on peut relancer le code, hein, c'est pareil que tout à l'heure, hein, ça va donner la même courbe du sinus x sur x, pardon. Donc voilà. Alors, on va faire quelques petits exercices. On va générer ces deux vecteurs-là, le vecteur A et B. On le image F7, parfait. Alors, non A, qu'est-ce que ça va donner? 0, 1, 0. Le vecteur A est là, moins 1, 0, 3. Quand je lui dis non A, ça veut dire donne-moi des 1 là où la valeur du vecteur A est nulle. Donc c'est seulement au milieu. Alors si je lui dis A et B, il va comparer terme à terme, il va faire moins 1 et 0, 0 et 3, 3 et 1. Alors, moins 1 et 0, ça va faire 0. 0 et 3, ça va faire 0. 3 et 1, ça va faire 1. Toutes les valeurs qui sont non nulles, comme moins 1 ou 3, ils considèrent que c'est des valeurs vraies, entre guillemets, et les autres, et les valeurs nulles, ils considèrent que c'est des zéros. Donc
Ici, c'est une valeur vraie. Donc vrai et 0, ça fait 0. 0 et vrai, ça fait 0. Vrai et vrai, ça fait 1. C'est pour ça qu'il retourne ce vecteur-là. Bon, j'en ai fait d'autres. Hein. Là, c'est A ou B. Voilà, que des 1, forcément. Ah, et là, c'est la différence avec le ou exclusif. Et donc voilà, là, on voit que la dernière valeur est nulle, puisque là, c'est vrai ou vrai. Et là, ça donne 0. Donc, faites bien attention entre le ou et le XOR. Pour faire ce symbole-là, au fait, le symbole du ou, donc moi, j'ai un clavier américain, c'est un peu chiant. Mais je pense que c'est Alt, Grade et 6 sur les claviers AZERTY normaux, pour faire apparaître ce symbole. Et le tilde, bah, je sais plus où il est, vu que j'ai pas le même clavier. Pas vous aider, mais c'est pas très difficile à trouver. Si vous savez plus où est cette touche, vous demandez à Google. En général, Google il sait. Alors on continue ici. Bon voilà, bon je vais faire run section, comme ça va tous les lancer d'un coup. Et mince, vu que j'ai pas mis de variable, bah, je sais pas quoi correspond à quoi. Bon, on va prendre par la fin. Hein. Alors A supérieur à B, il y a juste la dernière en fait. Donc normalement ici A supérieur à B, il devrait retourner 0, 0, 1. Et vu qu'on met un nom devant, eh bien, il retourne 1, 1, 0. Ici, ça va être différent puisqu'on n'a pas mis les parenthèses, forcément. Donc on obtient 0, 0, 0. Puisque non A supérieur à B, donc non A, c'est-à-dire 0, 1, 0. Et est-ce qu'il est supérieur? Bah 0 et 0, non. 3 est-il supérieur à 0? Enfin, 0 est-il supérieur à 3? Non. Et ici, vu que ça sera un 0, 0 est-il supérieur à 1? Non. Voilà, ce sont des petits exercices pour vous montrer un petit peu comment on se sert de la logique dans MATLAB. C'est pas très compliqué, mais il faut en faire quelques-uns pour comprendre un petit peu à quoi ça peut servir. On avait vu également avant qu'on pouvait accéder aux composantes d'un vecteur, si vous vous souvenez, comme par exemple ici. Voilà, j'ai créé le vecteur A et je lui dis tu me sors comme valeur le vecteur, un autre vecteur qui contient la cinquième, la première et la troisième valeur de ce vecteur. Donc la cinquième valeur c'est 9, la première c'est moins 2 et la troisième c'est 1. C'est pour ça qu'il retourne 9, moins 2, 1. Donc bah, c'est écrit ici. Si je fais ça maintenant, voilà, il me retourne 0 et 5. Logical, c'est une fonction dans MATLAB. Entre parenthèses, vous lui mettez un vecteur qui contient que des 0 et des 1. Et quand on applique logical à A, en gros la première valeur, il s'en fout, il prend la deuxième et la quatrième valeur de A. Et donc ici c'est donc 0 et 5. Ce sont les deux valeurs qu'il retourne. Donc là c'est pareil, hein, c'est juste qu'on ne veut pas les mêmes valeurs. Donc il va retourner les trois premières, hein, moins 2, 0 et 1 qui sont ici. Ça c'est intéressant aussi si on veut vider un vecteur, enfin si on veut avoir un vecteur vide. Donc voilà, une trim axis 1 by 0. Ah, c'est pas revoit, pardon, ici c'est renvoi. Voilà, là c'est pareil, c'est encore une manière de faire de la logique. Si j'évalue ça, hop, pardon, il faut que je relance ici. Si on lui demande ça, il va retourner un vecteur rempli de 0 et de 1. Voilà, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Et si je lui dis ici A de 0, 1, 1, 1, 1, 1, c'est comme si je lui demandais de mettre la première valeur à 0, la deuxième à 0, la troisième tu la gardes, la quatrième tu la gardes et la cinquième tu la gardes. C'est pour ça que si je lance ça, il a gardé les trois dernières valeurs, puisqu'il n'y a que les trois dernières valeurs qui sont des valeurs strictement supérieures à 0. Et donc justement c'est pratique pour enlever tous les termes négatifs, parce qu'en fait le nouveau vecteur A n'a plus que 3 composantes, donc il n'en a plus 5, et toutes celles qui étaient négatives, elles ont disparu. Donc il faut faire attention parce que la taille est modifiée, mais ça peut être très pratique. Alors il y a quand même quelques règles à savoir sur ça, là, le logical, c'est qu'il faut que le vecteur qui soit ici, il soit de la même taille que le vecteur qui soit là. Sinon ça ne renvoie pas forcément une erreur, mais c'est faux, puisque c'est pas de la même taille et ça peut provoquer pas des erreurs, mais vous n'aurez pas le résultat que vous voulez. Et il faut aussi savoir que seuls les éléments qui correspondent au 1 de ce vecteur-là sont retournés. C'est pour ça que lorsqu'on lance logical ici, on n'aura que 0 et 5. Si je mets un 1 ici en plein milieu, on aura 0, 1, 5. Ici, voilà, 0, 1, 5. Un bref passage maintenant sur les fonctions logiques qui existent dans MATLAB, donc any, all, exist, etc. Donc on va lancer ici, cette première ligne.
Voilà, j'ai juste créé un vecteur x. Donc, si je lance any de x, vous allez voir qu'il va retourner quoi? Voilà, il donne 1. Si un seul élément de x est non nul, il va donner 1. Or là, ils sont tous non nuls, donc forcément, il donne 1. All x, là, c'est si tous les éléments sont non nuls. Donc, évidemment, puisqu'il n'y en a pas un seul qui est nul, j'ai pas choisi le bon vecteur. S'il y en a un seul qui est nul, si on a une seule valeur à 0, il va retourner 0. Bon, là, c'est cool. Exist A donne 1 si bon, d'accord. Find X, ça c'est pas trop mal. Donc, si on lance. Voilà, ce qui veut dire ici la composante 1, la composante 2, 3, 4 et 5 du vecteur X sont non nuls. Bon, je vais changer, je vais mettre la dernière valeur à 0 ici. Voilà. Alors, any X donne 1 si un élément de X est non nul. Ok, puisqu'il y en a au moins un, il y a le 8, le 1, le moins 4, etc. All x, évidemment cette fois-ci c'est 0 puisqu'il y a une valeur nulle. Exist A, tu donne 1 si A était une variable du workspace. Ah bah oui, le vecteur s'appelle x et non pas A, donc c'est bon. Voilà, donc find x avec les numéros des find x retourne un vecteur avec les numéros de composantes non nulles. On voit qu'il n'y a plus le 5 puisque la cinquième composante est devenue 0. Donc on va la remettre à 6 et on va mettre plutôt celle-là à 0. Et on va voir ce que findX nous retourne. Voilà, 1, 3, 4, 5. Puisque la 2 est nulle. Allez, on remet 1 ici. Ah bah je l'ai régénéré là. Alors ça c'est intéressant. Bon, je sais pas pourquoi j'ai remis X ici, mais c'est pas trop grave. Alors, pour quelle composante X est supérieur ou égal à sa valeur maximale? Donc la valeur maximale ici c'est 8. Et c'est quelle composante? Ben, la 1 et la 4. Donc c'est ce qui nous a retourné 1 et 4. Donc c'est ce qui est écrit ici. Isempty x, bon bah il va nous retourner forcément 0. Voilà, puisque le vecteur x n'est pas nul. Isinf et isnone, il va forcément nous retourner. Bon tiens, on va relancer les 3, il va nous retourner 3 fois 0. Voilà. Ah pardon, oui, que des 0 forcément. Ah, isinf et isnone, il retourne des vecteurs. Tiens, je pensais qu'il donnait juste une valeur. Et donc, puisqu'il n'y a aucune valeur infinie, aucune valeur n à n dans chacun d'entre eux, ils nous remplissent le vecteur qu'avec des 0, donc avec que des faux. Un bref passage ici sur l'utilisation de any et all, donc les deux premiers qui sont ici, qui sont en fait deux instructions super pratiques dans les boucles if. Par exemple ici, if all a supérieur ou égal à 1, alors bon, fais un truc, c'est ce que je lui ai dit. Donc là, on teste un vecteur A, on lui demande est-ce qu'il y a des valeurs qui sont supérieures ou égales à 1. Donc il faudrait créer un vecteur A, c'est ce qu'on va faire ici d'ailleurs. Voilà. Donc on va lancer tout ça. On va le lancer. Ah, j'ai mis un point virgule, bon c'est pas grave. Donc j'ai créé un vecteur qui va de 0 à 1,1 avec un pas de 0,1. Et je lui dis, compare ça, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, on voit qu'il nous donne un vecteur avec des 0 et des 1, 1. Et donc si on fait all A1, 1, ah là, il nous retourne 0. Puisque tous les éléments de A, ici, ne sont pas non nuls. Puisque tous les éléments de ça, c'est-à-dire ce vecteur-là, dans tous ces éléments, il y a des éléments qui sont nuls. Et comme all donne 1, si tous les éléments de x sont non nuls, alors forcément ici il va nous donner 0 puisqu'il y a des éléments qui sont nuls dedans. Oui, c'est un peu bizarre, je sais, ces histoires de 0 et de 1, un coup c'est une valeur, un coup c'est un vrai faux. Et en fait, ça permet en gros de lancer une instruction pour vérifier, par exemple pour un calcul. Par exemple, si vous avez ici cette instruction-là, voilà, et que ici, dans votre vecteur A, je sais pas, dedans, il y a une valeur qui vous plaise pas, par exemple 0. On va dire que dans ce vecteur A, il y a un 0. Donc vous demandez, est-ce que A est strictement supérieur à 0 ? Et s'il l'est pas, l'instruction ne se fera pas. Donc ça permet d'éviter les erreurs de calcul et les pertes de temps. Alors, on pourrait croire que c'est pareil que dire si A égale B, alors fais un truc. Alors là, j'ai mis ça, mais là c'était juste pour comparer deux vecteurs A et B. On compare en faisant A égale B. Il y en a qui penseraient que ça voudrait dire que
ici on compare les éléments un par un alors que c'est faux. Ça voudrait dire simplement que A est vraiment égal à B, donc ce serait 2 fois le même vecteur. Alors il ferait une instruction. Donc il faut faire attention. Ça, c'est vrai uniquement si A est vraiment égal à B, c'est-à-dire si c'est 2 fois le même vecteur. Et là, par exemple, ici, on peut dire si A est différent de B, mais c'est pareil, c'est si tous les éléments de A sont différents de B. Alors que des fois, dans A et dans B, on a des éléments au même endroit qui sont les mêmes. Et ça, on voudrait pouvoir, je sais pas, pouvoir s'en servir pour calculer. Alors que si on écrit ça, ça veut dire que tous les éléments de A sont strictement différents des éléments de B. Et donc, fait un truc. Donc voilà, ça marche si chaque élément de A est égal à ceux de B, ou différent ici. Alors que ici, cette instruction-là permet de vérifier élément par élément, et ça vérifiera s'il y en a qui sont différents, mais pas tous à la fois. Donc, j'ai pas fait d'exemple pour ça. Essayez d'en trouver par vous-même, ça sera plus simple et vous comprendrez peut-être mieux comment ça marche. Mais sachez que utiliser ces instructions-là directement dans des boucles if, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire parce que ça... Malheureusement, on a tendance à oublier que MATLAB est un langage de programmation et qui réfléchit pas forcément pareil qu'un être humain. Donc, utilisez les instructions any et all lorsque vous avez besoin de comparer, ça vous évitera des erreurs et en plus de ça, ça permettra d'accélérer les calculs. Alors, pour clôturer la vidéo, on va parler de la logique pour remplacer les boucles else if. Donc, on va lancer ça. Voilà, comme ça on efface tout. Alors, pour ceux qui ont pour habitude de programmer avec des boucles for, etc., ils peuvent difficilement penser en termes logiques. Alors qu'en fait, c'est plus rapide en temps de calcul, et ça peut être un challenge intéressant pour ceux qui ne s'en sont jamais servis. Et en plus, si on sait s'en servir, on peut décider nous-mêmes quand les utiliser. Donc c'est assez pratique. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre un exemple et utiliser deux méthodes différentes. Il est souvent dit que dans la vie, il y a deux choses auxquelles personne n'échappe. La mort et les impôts. On va pas faire d'exemple sur la mort parce que c'est trop glauque, mais on va le faire sur les impôts. Même si c'est pas beaucoup mieux. Et voilà ce que l'on va considérer. La colonne de gauche contient les revenus imposables. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros ou moins, vous avez 10% de 10 000 euros à payer aux impôts. Si vous avez entre 10 000 et 20 000, vous avez 1 000 euros à payer, voilà, d'entrée de jeu, plus 20% de la différence entre 20 000 et 10 000. D'accord ? Et si vous avez au-delà de 20 000, vous payez d'entrée de jeu 3 000 euros et 50% de ce qui est supérieur à 20 000. Si vous avez 30 000 euros, vous payez 3 000 euros plus 50% de 30 000 moins 20 000, donc plus 50% de 10 000, donc 3 000 plus 5 000, 8 000 euros d'impôts. Eh oui, c'est cher, mais de toute façon, comme dirait Michel Audiard, les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Soyons sérieux et voyons les deux méthodes de calcul. Alors ici, j'ai d'abord créé un vecteur qui s'appelle revenu. Donc ce sont les revenus de différentes personnes. On va dire qu'il y en a un qui a 5 000, un autre à 10 000, un à 15 000, etc. Et là, on va calculer les impôts qu'il doit payer selon les boucles else if. Voilà. Donc s'il a 5 000 euros de revenus imposables, il paye 500 euros d'impôts. Et là, vous voyez que s'il a 50 000 euros, il doit payer 18 000 euros aux impôts. Le temps de calcul a été de 0,01 seconde. Maintenant, on va voir selon la logique. Donc j'ai mis un indicateur tic. Et le programme, en gros, il est là. Et j'ai tout expliqué dedans. Donc on commence par ici. On a le même vecteur revenu qui est ici en haut. Donc on commence par faire ça. On part ça, revenu inférieur ou égal à 10 000. Ça va donner le vecteur logique qui sera 1, 1, 1, 0, 0. D'ailleurs, on va le faire. Voilà. Qu'on vient ensuite multiplier au vecteur revenu. Voilà, donc 5000 ici. Il est là le vecteur revenu. 5000 fois 1, ça fait 5000. 10 000 fois 1, ça fait 10 000. 15 000, 30 000, 50 000, les 3 fois 0, ça retourne 0. Et puisqu'on a dit que c'était imposable à 10%, donc le 0.1, lorsque les revenus sont inférieurs ou égaux à 10 000, on multiplie le tout par 0.1 et ça nous donne un vecteur impôt qui sera le suivant, 500 000 00. On fait la même méthode pour la deuxième tranche de revenus imposables, avec cette fois-ci, on va dire une plus longue parenthèse ici. Donc j'aurais pu mettre ça là, avant cette parenthèse là, ça revient au même. Donc qu'est-ce qu'il va nous donner ici à votre avis?
Voilà, il va nous dire, il va nous renvoyer 1 dans le... Il va regarder dans le vecteur revenu quelle valeur est comprise entre 10 001 en gros et ou 20 000. Donc il n'y a que 15 000, donc c'est la valeur du milieu, c'est pour ça qu'il en tourne 0, 0, 1, 0, 0. Et ensuite ici c'est encore une fois une opération. Hein. Donc là on a pris 20% de la différence entre 20 000 et 10 000. Donc le revenu ici qu'on avait calculé, c'était 15 000 moins 10 000, donc 5 000. Donc il prend 20% de 5 000. Et auquel on vient rajouter 1 000 euros. Les 1 000 euros qui sont payables d'entrée. Et on vient rajouter ici, tout ça là, ça donne un autre vecteur impôt qu'on vient ajouter à celui-là. Voilà, ça donne ce vecteur-là, 0, 0, 2000, 0, 0, qu'on viendra ajouter à ce vecteur-là, ici, pour obtenir au final ce vecteur-là. Donc en gros, la variable impôt, c'est ce qu'on va avoir à la fin, on la remplit au fur et à mesure, donc à chaque calcul. Et enfin, on termine pour les derniers imposables, c'est la même chose, enfin c'est la même logique. Elle est ici, donc ça nous donnera, bon c'est la même chose, la même idée de calcul, et à la fin ça nous donnera deux vecteurs, un avec les revenus imposables et un autre avec les impôts. Donc si je lance cette section, voilà, donc là ici, dans les résultats, on voit que le temps écoulé est de 0,002 secondes, et d'ici 0,0002 secondes. Avec la logique, ça va 10 fois plus vite qu'avec les boucles else if qui sont là. Alors vous avez peut-être l'impression que le programme est plus long parce qu'il y a énormément de commentaires, mais c'est juste des explications pour que vous compreniez en gros comment ça fonctionne. Et si je le relance encore une fois, vous allez voir que bon, c'est sûr que 10 fois plus vite, c'était peut-être un peu exagéré, mais ça va quand même vraiment plus vite. Hein. Et peu importe qu'on place ça avant ça, enfin la logique avant l'autre, ça revient au même puisque MATLAB calculera la logique et celui-là ensuite, puisque le tic et le toc sont bien à chaque début de chaque, on va dire, sous-programme. Donc finalement, même si le temps de calcul est plus court, on paye toujours. Et si on paye pas, on peut se retrouver dans cette situation. Non, prenez, je sais pas moi, la moquette, mes pompes, ce slip, mais pas la Nintendo, c'est aux gosses. Super, Nintendo. Mais il écoute rien, cet enculé. Bon, attendez, dois-je vous signaler qu'un huissier est un agent assermenté par l'État? Hein? Ouais, c'est pas incompatible avec un enculé, c'est plutôt un pléonasme. Non, mais ça lui a échappé, là. Oui, pas à moi, alors je vais vous dire, à chaque insulte, vous serez gratifié d'une amende de 500 francs. Oui, attendez, sinon il y a le téléviseur, là. Oui. S'il vous plaît, la gifle, c'est combien? Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez appris quelques astuces et que vous essaierez d'utiliser un peu la logique dans vos programmes. J'espère que vous le ferez en tout cas et que ça vous aura servi. À bientôt!